Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Le constitutionnaliste Mohamedou Ngouda Mboup est notre invité. Il est enseignant, chercheur et assistant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Vous êtes à cette fonction depuis 2015. Auparavant, vous avez été attaché temporaire d'enseignement et de recherche à terre à la faculté de droit et de gestion de l'université de La Rochelle en France, enseignant chargé de travaux dirigés en droit public, faculté de droit de Grenoble, toujours en France. Ancien étudiant de l'UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis, section collectivité territoriale, promotion SANAR 13. Vous êtes un SANAROA. Vous êtes aujourd'hui membre du comité scientifique d'Africadium Center, fondé par Alioune Tine, une identité remarquable de la société civile sénégalaise et africaine. Mohamedou Ngouda Mboup, commençons par le phénomène des inondations. Il a beaucoup plu vendredi à Dakar, un mort, le plan Orsec déclenché. Quelle est votre analyse de cette situation ? Merci Mamoudou. Et on a bien campé le débat parce que je pense qu'au regard de l'actualité et par rapport à ce qui s'est passé hier, nous-mêmes on a subi les désagréments de la pluie parce que moi ça m'a trouvé à l'université, on a été obligé même de rentrer à pied jusqu'à hauteur de la VDN pour pouvoir regagner nos maisons. Il y avait des bouchons partout. Il y avait des bouchons partout, donc l'eau avait un peu désorganisé ou bien pris le dessus sur nos activités et sur la ville. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il est temps que l'on puisse quand même faire les assises, n'est-ce pas, de l'environnement, de notre cadre de vie et de notre qualité de vie. Parce que tout ça englobe cela. Et je rappelle qu'en 2016, quand même, ces questions ont été prises à bras le corps par le président de la République lui-même, à travers un référendum sur 15 points, où on avait parlé quand même du droit à un environnement sain qui était déjà dans le préambule de la Constitution, notamment dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais le président de la République l'a mis aussi dans le corps des articles de la Constitution. Et ce qui en soi lui donne une base constitutionnelle assez solide. Mais depuis lors, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'en réalité, le gouvernement était dans une situation où il était quand même comme tous les gouvernements du monde, c'est-à-dire en réalité, il avait fixé les priorités et notamment, je pense que le président de la République avait donné des orientations pour pouvoir quand même dans un plan décennal régler définitivement la question des inondations. Parce qu'il y a deux choses. Avec les inondations au Sénégal, on a supprimé l'une des institutions phares de la République parce que avec la suppression du Sénat, on peut dire qu'en réalité le président de l'Assemblée nationale devient de fait la deuxième personnalité de l'État, alors que le président du Sénat à l'époque était la deuxième personnalité de l'État. C'était important, donc ce n'était pas n'importe quelle institution. Et pourtant le président l'avait supprimé juste parce qu'il voulait faire des économies par rapport à l'exposé des motifs pour pouvoir faire face aux inondations. La deuxième chose, c'est que le premier gouvernement du président Macky Sall, c'est qu'avec le premier ministre Abdoul Mbaye, ils avaient fait une tournée assez importante, et notamment dans la banlieue et partout, quasiment à Dakar et dans le pays, pour parler de ces questions-là. Et donc, le gouvernement était d'arrache-pied à l'époque pour pouvoir régler les questions. On se rappelle de certains quartiers qui, à un moment donné, en réalité, étaient inondés. Mais je pense que le gouvernement avait fait beaucoup de réalisations pour pouvoir quand même arriver à bout de ces questions-là et donner un cadre de vie satisfaisant. Oui, très bien. Des questions sur lesquelles vous êtes très attendu, questions juridiques, questions politiques. Justement, on est au lendemain de la publication des résultats provisoires des élections législatives. 82 sièges pour Benno Bokk Yakaar, majorité sortante qui n'a plus la majorité absolue, 56 pour Yewwi Askan Wi, 24 pour Wallu, deux coalitions qui ont également monté une intercoalition, un siège chacun pour les serviteurs MPR, Aar Sénégal et Bokk Gis Gis. Le président de la République, comme je disais tout à l'heure, n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée et devra se contenter d'une majorité relative. L'opposition réunie agrège 83 sièges. Elle cumule également plus de suffrages au plan national que Benno Bokk Yakaar, mais cette opposition n'est pas un bloc uni et unique.
Quelle analyse à la fois juridique et politique vous inspire ces résultats publiés jeudi par la Commission nationale de recensement des votes? Oui, merci Mamadou. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, juridique et politique, parce que en fait, du point de vue du droit, je voudrais d'abord insister sur une chose, c'est que le code électoral sénégalais est devenu obsolète. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce que l'intercoalition Wallou et donc Yewwi Askan Wi, donc ce qu'ils ont fait, donc ça n'existe pas dans le code électoral parce qu'en réalité, normalement, en principe, avec des systèmes de désistement, l'une des coalitions ne devait pas avoir une liste nationale. C'était ma position. D'ailleurs, il y avait un débat avec certains, donc voilà, sur ma page, et j'avais dit que en suivant les codes, à partir de 2017, parce que le code de 2000, jusqu'au code de 2012, il n'y avait pas un élément. Et à travers l'article 174-4, il est mentionné clairement que à l'occasion, n'est-ce pas, du dépôt des déclarations de candidature, la coalition, le parti politique ou l'entité indépendante doit non seulement déclarer les, n'est-ce pas, les départements donc au niveau desquels ils comptent donc concourir ou bien comptent donc candidater, mais au-delà de ça aussi, le mode de scrutin choisi. Il dit le mode de scrutin choisi. Et tout le monde sait que nous avons un scrutin proportionnel et un scrutin donc majoritaire. Et qui choisit élimine en droit. Et en droit qui ne dit mot ne consent pas. Et donc du coup, j'avais dit qu'en réalité, s'il y a désistement, donc forcément, s'il n'y a pas choix, ça devait emporter normalement absence de liste. Mais malheureusement, donc voilà, parce que aussi il y a une différence peut-être certainement là, et l'administration peut faire une doctrine administrative, ou bien elle peut faire une différence entre la science électorale et le droit électoral. Oui, quand vous dites, autrement dit, quand vous dites au niveau d'un département, oui. Si Wallou dit je vais voter pour Yewwi parce que Yewwi est le mieux placé, ou inversement, il ne devrait pas y avoir de liste de la coalition qui a décidé de soutenir l'autre. Effectivement, je donne l'exemple de la tête, c'est que Wallou était dans 18 départements, Yewwi sur 28. Normalement, sur les 18 départements, au niveau des 18 départements, Yewwi Askan Wi ne devait pas avoir de liste nationale. C'est-à-dire que Yewwi Askan Wi n'avait là-bas que des listes nationales. D'accord. Parce que c'est au recto et verso. Ouais. Donc il n'avait pas de candidat donc, à l'élection, donc au scrutin départemental. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, mais ils avaient leur liste nationale. Et si vous avez bien, si vous suivez bien, ça a posé quelques difficultés à certains électeurs, notamment à Mbour, à Louga, à Bounkiling. Et ils pouvaient gagner ça. Ils pouvaient gagner ça parce qu'ils ont commis l'erreur mais c'est des marges d'erreur dans cela. Parce qu'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des triangulaires. En France, on parle de triangulaire dans la stratégie de désistement. Et moi, je l'ai appelé bipolaire parce que chez nous, quand même, donc, nous n'avons pas un scrutin majoritaire à 2 tours. C'est un scrutin majoritaire à 1 tour, contrairement à ce qui se passe en France. C'est pour ça que là-bas, on parle de triangulaire. Donc, chez nous, c'était une bipolaire. Et cette bipolaire-là vient de rattraper le code électoral. Parce que c'est chose sans précédent. Ça n'a jamais existé dans l'histoire politique, institutionnelle, étatique et électorale de ce pays. Donc, pour moi, on devrait faire un toilettage, ne serait-ce que pour regarder cette disposition. Parce que qui choisit, élimine. Et en droit, qui ne dit mot ne consent pas, comme je l'ai dit. Et le choix qui est demandé par le législateur, cela signifierait tout simplement que les gens ont la possibilité de faire une option forte. C'est-à-dire que de ne pas y aller, notamment pour la liste nationale et pour le scrutin majoritaire. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que du point de vue du droit, et du point de vue du droit aussi, il faudrait aussi revoir le code électoral ou bien revoir certaines choses. Parce que quand le Conseil constitutionnel fait une interprétation autre de la loi électorale, il faudrait forcément changer la loi électorale. Pourquoi? Parce que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toute autorité administrative et juridictionnelle. Et la jurisprudence du Conseil constitutionnel s'intègre dans le code électoral. Très bien. Alors, une curiosité, est-ce que ceux qui défendent la thèse que l'intercoalition Yewwi Wallou n'existe pas à l'Assemblée nationale ou n'existera pas à l'Assemblée nationale ont raison ou tort? Non, ils ont tort. Ils ont tort pour la bonne raison qu'à l'Assemblée nationale, ce n'est plus des accords juridiques, mais c'est des accords politiques. C'est le jeu des amis. C'est des accords politiques. Et qu'en réalité, cette intercoalition, comme l'a dit d'ailleurs mon collègue Maurice Soudieck-Dione, l'autre jour, on était sur un plateau, c'est ce qu'il dit. Parce qu'en fait, c'est un accord politique. Et les accords politiques, c'est des accords préélectoraux avant l'élection. Et à l'Assemblée nationale, on dit que les groupes se forment en fonction des affinités politiques. Donc nous ne sommes plus sur le terrain du droit, nous sommes sur le terrain politique. Autrement dit, photographie de ces résultats, aujourd'hui, quelle est la réflexion ou même la conclusion que vous en tirez? 82 sièges pour Benno, 80 pour
Yewwi Wallu, s'ils se réunissent bien sûr en formant un bloc unique à l'Assemblée nationale, et puis 3 autres sièges répartis par les serviteurs impairs, Aar Sénégal et Bokk Gis Gis. Juste la première observation, c'est que le système politique institutionnel étatique sénégalais a connu l'une de ses plus grandes mutations depuis 1962. Première chose, parce que depuis 62, parce que c'est de 60 à 62 qu'on a eu, n'est-ce pas, un régime parlementaire pur. Et on n'a jamais eu aussi un gouvernement renversé depuis lors. D'ailleurs, nous suivons la France, parce que là-bas aussi, c'était la même année qu'on avait renversé le même gouvernement sous Pompidou, mais il a été reconduit. Mais nous, c'était sous Mamadou Dia. Donc les systèmes se ressemblent. Alors, première chose, donc la grande mutation. La deuxième chose maintenant, c'est que le gouvernement a perdu la majorité. Parce que dans le système où nous sommes, c'est un régime parlementaire dualiste, contrairement à ce que les gens disent. Bon, d'autres disent régime présidentialiste. Le régime présidentialiste n'a pas bonne presse, c'est les constitutionnalistes. Ouais. C'est comme le régime semi-présidentiel dont parlait Duverger et autres. Parce que les constitutionnalistes d'habitude, parce que la séparation des pouvoirs a sécrété 2 types de régimes libéraux. Donc le régime parlementaire et le régime présidentiel. Les déformations maintenant, c'est ça, les avatars et autres. Et on parle par exemple de régime présidentialiste, de régime hyper-présidentiel. Il y a certains même qui parlent de régime du président. Mais il faut se dire que notre régime est un régime parlementaire dualiste. D'autant plus que je vous donne un exemple précis. À la suppression du poste de Premier ministre, dans l'exposé des motifs, il est clairement mentionné que nous devions passer d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. C'est ce qui est mentionné dans l'exposé des motifs de la loi portant suppression du poste de Premier ministre de 2019. Donc, le régime, il est parlementaire. Maintenant, dans les régimes parlementaires, il y a des déformations. C'est pourquoi on dit que le régime parlementaire n'est plus en soi. Pour le définir, il faut lui adjoindre un qualificatif. Donc, on parle de régime parlementaire moniste, tel que connu en Angleterre. Mais c'est un produit de l'histoire, il a dévié, il a changé. Dans des régimes où le président, le chef de l'État, le roi, on peut l'appeler comme on veut, il n'a aucune prérogative à part des fonctions honorifiques. Tout à fait. Il est le garant de la magistrature morale, Ouais. il est le garant de la légitimité institutionnelle, Ouais. et il est le garant de la continuité Pourquoi de vous l'État. dites qu'on est ici au Sénégal sous un régime parlementaire dualiste? Pourquoi vous le dites? Parce que dans le régime parlementaire dualiste, le chef de l'État a du poids politique, contrairement dans un régime parlementaire moniste. Donc nous avons un exécutif à 2 têtes, le Premier ministre et le Président de la République. Dans un régime parlementaire dualiste, le Président de la République, comme dans le cadre d'un régime parlementaire moniste, il est politiquement irresponsable. Tel est le cas dans notre système. Dans un régime parlementaire maintenant, dualiste toujours, il y a des moyens d'action réciproques entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. À la possibilité pour l'Assemblée nationale de renverser le gouvernement, c'est-à-dire de mettre en jeu sa responsabilité, correspond à la faculté pour le gouvernement, et notamment le chef de l'État ou le Premier ministre dans certains pays, de dissoudre l'Assemblée nationale. Si vous avez ces 3 éléments, vous avez un régime parlementaire. Alors, maintenant, nous avons un élément qui fausse le jeu, comme vous l'avez dit, parce que cet élément, ce n'est pas un élément du régime parlementaire. Normalement, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est dans le cadre du régime présidentiel. Yeah. Mais dans les régimes parlementaires purs, même que nous connaissons, il y a une élection, dans certains, il y a une élection du président de la République au suffrage universel direct, comme par exemple au Portugal ou dans d'autres pays. Mais cela n'empêche que c'est des régimes parlementaires qui fonctionnent avec notamment, donc, en réalité, un poids politique important du Premier ministre. C'est pourquoi on les appelle des régimes primo-ministériels. L'autre aspect maintenant dans l'interprétation de ces résultats, c'est qu'en réalité, ça donne une cartographie, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, en réalité, des différentes forces politiques. Et que l'opposition, n'est-ce pas, n'étant pas monolithique, bien entendu, donc voilà, est majoritaire à l'Assemblée nationale, chose sans précédent. Mais il y a aussi cet élément, c'est qu'en réalité, si les voix de l'opposition sont comptées ou comptabilisées de façon dispersée en fonction de coalition, le gouvernement donc garde une majorité relative. Et cela maintenant donc permet de dire tout simplement, parce qu'en 2019, j'étais d'ailleurs ici avec Khalifa, et c'est là où c'est important, parce que le jour où on proclamait les résultats définitifs, j'étais là donc en édition spéciale, et dès le lendemain, j'avais publié un papier je l'avais intitulé à propos du régime parlementaire et du rôle décisif des partis politiques et des coalitions. J'avais vu qu'en réalité, le président Macky Sall avait gagné, mais le gouvernement ou bien Benno Bokk Yakaar avait reculé dans beaucoup de localités et qu'il y avait une percée d'une nouvelle opposition.
et avec donc le retour en selle aussi de Idrissa Seck et d'autres forces émergentes. Et j'avais dit qu'on risquait quand même, à des élections législatives prochaines, d'aller vers ce qu'on appelle les régimes parlementaires minoritaires, où pour gouverner, il faut des tractations politiques, il faut forcément ce que l'on appelle, n'est-ce pas, on est passé, n'est-ce pas, pendant la campagne électorale de contrats de législature, nous risquons d'aller vers des accords législatifs. Alors, quelles conséquences alors pour le pouvoir et l'opposition? Commençons par le chef de l'État. Quelles conséquences devrait-il tirer de la nouvelle cartographie politique? Alors, moi, je pense que le président de la République devrait lire ces résultats avec une très grande lucidité. Parce que, en fait, la légitimité du suffrage universel, elle est importante dans une démocratie. Le suffrage universel est tellement fort que le président de la République, il est l'élu du peuple. Et cela lui permet tout simplement d'avoir les grandes options dans ce pays. C'est pour ça qu'il suffit de lire les articles 42 à 52 pour savoir que quand même donc il est donc au carrefour du système. C'est lui-même donc voilà parce qu'il est donc au centre du système, au centre du jeu. Mais dans cette lecture, il faudrait quand même qu'il y associe quand même un aspect assez important, c'est-à-dire que c'est la stabilité politique. Parce que pour gouverner, il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale dans ce pays, quelle que soit la formule. Et le président de la République en a besoin pour s'assurer, n'est-ce pas, d'une gouvernance stable. Au-delà de ça, l'opposition réunie, majoritaire, pourrait bloquer les projets du président de la République ou pourrait, n'est-ce pas, donner une nouvelle orientation à la politique, n'est-ce pas, de ce pays. Je donne un exemple. Bientôt, l'Assemblée nationale sera installée. On aura donc la session à l'ouverture et donc pour le vote du budget. Donc ça ne va pas être facile. Pourquoi ça ne va pas être facile? Parce que le gouvernement a besoin de la majorité pour l'adoption de ces lois. A besoin de la majorité pour gouverner et faire fonctionner, n'est-ce pas, l'administration. Majorité absolue. La majorité absolue. La majorité absolue. Parce que elle est absolue obligatoirement pour certaines lois. Par exemple, pour les lois organiques, c'est absolu. Là aussi, c'est un boulet au pied de l'opposition. Par exemple, l'opposition aujourd'hui, pour pouvoir faire quelque chose, il faudra forcément qu'elle puisse changer le règlement intérieur. Le règlement intérieur étant une loi organique, pour le modifier, il faut forcément la majorité absolue, c'est-à-dire 83 voix pour. Donc là aussi, ce serait très difficile, très compliqué si les autres qui ont des plus forts restes ne sont pas d'accord. L'autre chose est que le président de la République, lui aussi, pour pouvoir, n'est-ce pas, voter son budget, il faudra que, quand même donc qu'il ait la majorité des absolus des suffrages exprimés. Parce que le budget, c'est une loi organique. Oui, non. Ce n'est pas une loi ordinaire. C'est la loi de finances. La loi de finances. La loi de finances, oui. Effectivement. Oui, mais c'est le budget ici. Ici, c'est le budget. Hein, c'est une loi ordinaire. Maintenant, l'adoption du budget doit permettre au président de la République quand même de pouvoir faire fonctionner l'État, comme je l'ai dit. Et oui, non, je repose ma question. Est-ce que pour faire adopter le budget, il a besoin d'une majorité absolue ou d'une majorité relative? Il a besoin d'une majorité des suffrages exprimés. C'est différent. C'est-à-dire là, c'est les présents. Mais c'est là où c'est important, parce que tout le monde sera tenu d'être présent. C'est-à-dire que l'absentéisme à l'Assemblée nationale, maintenant, va cesser. Pourquoi? Parce que les délégations législatives, c'est-à-dire en réalité, c'est une sorte quand même donc de mandat pour voter, de procuration. Mais ces délégations-là seront contrôlées par l'opposition. Parce que d'habitude, j'avais dit tout le temps que les délégations avaient une légalité douteuse. Parce que d'habitude, c'était un parlementaire qui signait pour d'autres. Maintenant, l'opposition sera très regardante sur ça. L'autre chose, ce sera très serré pour ce qui concerne du vote. Parce que quand le président de la République dispose de 80 députés, cela signifie tout simplement qu'en réalité... Donc, 82, pardonnez-moi. Donc voilà, il suffit tout simplement de 3 voix près pour que ça puisse basculer de l'autre côté et qu'il n'y ait pas la possibilité pour lui de pouvoir gouverner. Maintenant, le président de la République détient les cartes en main parce que la Constitution lui donne des pouvoirs, c'est-à-dire que la possibilité de demander une seconde lecture. Et à ce niveau, ce sera très difficile aussi pour l'opposition de pouvoir aussi, donc voilà, contrecarrer, n'est-ce pas, la volonté du président de la République, parce que là, l'opposition doit adopter la loi avec une majorité renforcée, c'est-à-dire les 3/5. Mais ici, ce ne serait pas, n'est-ce pas, un avantage pour le président de la République.
Parce que lui-même qui aurait besoin d'un budget à faire fonctionner, donc voilà, si la loi ne passe pas, c'est-à-dire qu'on reste à l'état où nous sommes. Mais la Constitution lui donne encore une autre prérogative, c'est que le président de la République pourrait faire fonctionner le budget par décret. Mais en ce moment, ce sera toujours, n'est-ce pas, les services votés. Maintenant, s'il y a retard maintenant, il pourra faire fonctionner le budget en entier. On va en revenir parce que la question budgétaire, elle est importante. Parce que les mouvements de crédit, par exemple, à l'occasion du vote ou du débat, vont permettre tout simplement de comprendre comment l'opposition pourrait même vider de toute sa substance, en tout cas, les grandes orientations du président de la République. En France, par exemple, l'opposition a essayé de le faire en n'ayant pas la majorité, mais en cherchant tout simplement de faire le maximum d'amendements possible. Mais ici, l'opposition va vouloir faire le maximum de propositions possibles pour pouvoir donner de nouvelles orientations. En tout cas, nous attendons. Mais la troisième chose, elle est importante, c'est qu'il faut que aussi cette opposition soit monolithique. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient d'accord, qu'il y ait un accord législatif entre eux, parce que sinon... Et puis toute l'opposition, ce ne sera plus seulement entre Wallou et Yewwi, mais c'est aussi les 3 autres sièges détenus par 3 autres coalitions, chacune ayant un siège. Alors, c'est tellement important qu'il faudrait se dire que c'est là où on a atteint un niveau assez important de démocratie et que les gens ne le voient pas. Les minorités sont devenues les plus forts à l'Assemblée nationale parce que tout le monde va courtiser les 3 plus forts restes. Et dans un système démocratique, normalement, pourquoi nous avons cherché la proportionnelle? Parce que la proportionnelle, elle est plus démocratique. Mais elle ne permet pas de gouverner. C'est ça, voilà. L'inconvénient, c'est qu'elle ne permet pas de gouverner parce que pour gouverner, il faut des tractations. Alors que la majoritaire, elle est plus efficace. Le système majoritaire, le scrutin majoritaire est plus efficace, mais il est injuste. Parce que c'est du raou-gardou, comme on dit. Et surtout quand c'est un seul tour. Très bien, au Sénégal. Donc c'est beaucoup plus, d'ailleurs, brutal. Raison pour laquelle maintenant, donc, on a une assemblée démocratique du point de vue de sa composition. Maintenant, il faudrait se dire que aussi le pays ne doit pas être bloqué parce qu'en réalité, l'opposition n'a pas intérêt à bloquer le pays et l'opposition a intérêt aussi à faire de telle sorte que les choses puissent basculer de son côté. Et la cohabitation à ce niveau, si elle risquait d'arriver, parce qu'il y a certains qui disent que c'est impossible. Voilà. Alors moi, j'avais dit que... On suit votre regard, professeur Ismaël Madior Fall, qui est une autorité universitaire, non, je le dis, a quand même produit un texte que tout le monde a lu, en disant qu'il y a une impossibilité structurelle d'avoir une cohabitation au Sénégal. Alors moi, j'avais produit un papier en disant que la cohabitation, de l'impossibilité à la probabilité. Donc, parce que le mot impossible, c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser. C'est ça l'impossibilité. Ça ne peut pas se réaliser. Et la probabilité, c'est quelque chose qui peut arriver. Et moi, j'avais dit que la cohabitation pourrait arriver. C'est quoi la cohabitation? C'est lorsque le président de la République perd la majorité à l'Assemblée nationale, de fait. Pourquoi? Parce que et conséquence, vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans une situation, mais véritablement de cohabitation? Non, pas forcément. Parce qu'il faudrait que les Quel est le fond de votre pensée? Le fond de ma pensée, c'est que l'opposition réunie, n'est-ce pas, est majoritaire dans le pays. Mais par contre, pour pouvoir, n'est-ce pas, être majoritaire véritablement à l'Assemblée nationale, pour pouvoir imposer cette cohabitation, il faut que l'opposition se réunisse. Maintenant, c'est là où je dis que dans notre système, parce que c'est ce qu'ils le disent, ils disent que notre système donne tout au président de la République. Mais non, je ne suis pas d'accord. En France, s'il y a cohabitation, le président de la République, s'il nomme le Premier ministre dans les rangs de l'opposition, il ne peut rien contre lui. Il ne peut plus rien contre lui. Parce qu'il faut que le Premier ministre donne sa démission. C'est l'article 12 de la Constitution française. Au Sénégal, le président de la République a droit de vie et de mort sur le Premier ministre, pour me donner cette expression. Ça veut dire qu'il le nomme et le met fin à ses fonctions. Alors qu'en France, il le nomme seulement pour démissionner. Le Premier ministre, c'est à lui de le faire. Certains disaient même que le général de Gaulle faisait faire signer 2 types de... Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'opposition, c'est là où c'est important. Parce que le président français a moins de pouvoir, a plus de pouvoir sur l'Assemblée nationale française que le nôtre. Le président de la République, pour les 2 premières années,
il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Ouais. Et c'est le droit de dissolution en période de cohabitation qui est l'arme fatale du président de la République. Ouais. On peut parler du cas de Jacques Chirac, qui avait été obligé de dissoudre. Oui. Il est retourné aux urnes et il avait été battu. Il a été obligé de faire la cohabitation la plus longue. Oui. Au Sénégal, par exemple, le président de la République avec ce système, parce que, comme le disent les anglo-saxons, quand vous n'avez plus la majorité et que vous tenez le système, vous devenez un canard boiteux. Et là, dans ce cas maintenant, pour gouverner, il va être très difficile. Oui. Donc, le président de la République sera tenu ou bien sera obligé forcément donc, de dialoguer avec l'opposition ou bien de chercher d'autres voies. L'opposition a également l'arme de la motion de censure, mais là aussi, c'est une arme à manier avec beaucoup d'habileté, parce que vous censurez le gouvernement, c'est vrai, il tombe, mais après, vous ne pouvez pas répéter cette motion de censure à souhait. Effectivement, parce que c'est pas au cours d'une seule session... Le président peut reconduire le même Premier ministre, le même gouvernement. Oui, mais dans ce cas, ça va risquer d'être très compliqué parce que c'est à l'occasion d'une session. C'est-à-dire que pendant une session, on ne peut déposer qu'une seule motion. Ouais. Et c'est risqué parce que l'opposition ne pourrait plus donc déposer une nouvelle motion de censure. Ouais. Mais il y a la question de confiance. Et le gouvernement maintenant, là, c'est à l'initiative du Premier ministre. Mais l'autre aspect qui est le plus important, c'est qu'à ce niveau, nous risquons de nous retrouver dans une crise. Pourquoi? Parce que si l'opposition, n'est-ce pas, rejette le Premier ministre qui est nommé, c'est-à-dire qu'il ne lui donne pas sa confiance, même si c'est de façon implicite, donc je verrais mal le Premier ministre puisse donc avoir l'onction de l'Assemblée nationale. Parce que dans notre système, le Premier ministre, quand même, donc, est tenu de composer avec l'Assemblée nationale et d'avoir, n'est-ce pas, en réalité, donc, le soutien de l'Assemblée nationale. Parce que le Premier ministre, c'est le gouvernement qui l'investit, qui le contrôle et qui le sanctionne. Le gouvernement. L'investiture, c'est à la suite de la déclaration de politique générale. C'est-à-dire, à partir de la nomination, c'est dans les délais de 3 mois. C'est ce que dit le règlement intérieur. Mais donc, à la fin, maintenant, s'il veut, il peut poser la question de confiance comme il peut ne pas le poser. Justement, comme ce qui s'est passé en France récemment avec le Premier ministre. Oui. Maintenant, ça, c'est un risque de le poser. Mais s'il ne le pose pas, ce n'est pas grave. Il y a une responsabilité dans deux sens du Premier ministre. Responsabilité vis-à-vis de l'Assemblée nationale, mais vis-à-vis du président de la République. Tout à fait. Et c'est là où notre système est différent, n'est-ce pas? Parce qu'en période de cohabitation, le Premier ministre n'est quasiment pas responsable devant le président de la République en France. Parce que là-bas, c'est le gouvernement qui détermine la politique. Mais au Sénégal, le Premier ministre est à la fois responsable devant le président de la République et responsable devant l'Assemblée nationale. Alors, parce que c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation. Alors, pour le commun des mortels, la différence ou la nuance entre motion de censure et question de confiance. La motion de censure, elle est d'origine parlementaire. La motion de censure, c'est lorsque l'Assemblée nationale n'est pas d'accord ou bien n'est plus content donc, du gouvernement, l'Assemblée nationale décide de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement pour le renverser. Et à ce niveau, il faut 1/10 des parlementaires pour signer la motion. Et dans les délais de 48 heures, il y a un vote. Seules les voix pour sont comptées, sont comptabilisées. Donc voilà, si maintenant on a la majorité donc, des voix, la majorité absolue, des voix, la majorité absolue. Le gouvernement tombe. Oui. Au cas contraire, le gouvernement subsiste. Ça, c'est la motion de censure. La question de confiance, maintenant, elle est d'origine gouvernementale. C'est-à-dire, c'est une prérogative primo-ministérielle. Il revient au Premier ministre, à la suite de la déclaration de la politique générale, de poser la question de confiance pour dire aux parlementaires, écoutez, je viens de vous exposer un programme. Avez-vous confiance en ce programme ou à ce que je vous ai dit? Automatiquement, donc voilà, on passe aux voix. Si, par exemple, voilà, il n'obtient pas la majorité absolue, là aussi, le gouvernement est renversé. L'autre chose, c'est que à l'occasion du vote, par exemple, là où le gouvernement a 80 députés, le gouvernement pourrait bel et bien donc faire des tractations avec certains députés qui ont des plus forts restes. Et maintenant, donc, utiliser la technique donc, de l'article 82, qui est donc l'équivalent de la 49.3 en France. En France, ils l'ont encadré. Mais au Sénégal, nous ne l'avons pas encadré. Et donc, il peut aussi engager sa responsabilité sur cette question-là. C'est toujours la question de confiance. Donc, en grosso modo, la question de confiance et la motion de censure, c'est deux techniques de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale. La motion de censure
elle est d'origine parlementaire, alors que la question de confiance, elle est d'origine primo-ministérielle. Dans les régimes parlementaires purs et durs, je ne sais pas si on peut les qualifier comme ça, quand le gouvernement est censuré, on a tendance à dire le président se soumet ou se démet. Oui. Est-ce que on peut le dire ici au Sénégal? Oui. Alors, s'il s'agit d'un régime parlementaire dualiste, il serait très compliqué de le dire pour le président de la République. De se démettre, ce serait trop dur. Mais se soumettre, oui, pourquoi pas? Parce que j'ai parlé de la légitimité du suffrage universel. Parce que le président de la République est obligé de se soumettre, n'est-ce pas, au suffrage universel. Parce que lui-même, n'est-ce pas, il provient du suffrage universel. Et je dis qu'en matière électorale et en matière constitutionnelle et en technique électorale et en toute technique ou bien même en démocratie, pour faire bref, on peut discuter sur tous les critères, les philosophes, les juristes, les politistes, les historiens, les sociologues, mais il y a un critère convenu. Le seul critère, c'est le suffrage universel et surtout le suffrage universel direct. Maintenant, le président de la République, il est à la tête d'une majorité. Parce que n'oublions pas que notre constitution permet au président de la République d'être à la fois chef de parti et président de la République. Et en sciences constitutionnelles, aujourd'hui, avec la fusion et l'évolution des régimes parlementaires, on ne parle plus de bloc majoritaire, mais on parle de bloc présidentiel. Et ce bloc présidentiel, maintenant, aujourd'hui, a perdu la majorité. Et le principal responsable, c'est le président de la République, lui-même qui avait confectionné sa liste, lui-même qui avait désigné sa tête de liste, lui-même qui avait investi ses candidats, et lui-même qui avait mené une politique, parce que c'est lui qui détermine la politique de la nation. Et donc, aujourd'hui, le président de la République devrait en faire une lecture lucide, en sachant que aussi, en réalité, les élections ne sont pas les mêmes, certes. Les élections législatives sont différentes de l'élection présidentielle, oui. Mais quand même, c'est deux types d'élections que l'on appelle des élections nationales. Et que le président de la République, donc voilà, il est l'acteur majeur de ces élections-là, et il doit en tirer les conséquences pour pouvoir soit, pourquoi pas, moi j'ai vu en France par exemple, au lendemain, n'est-ce pas, même d'une majorité relative, le président Macron a appelé tout le monde pour discuter avec eux. Donc moi je ne verrai pas pourquoi le président Macky Sall, parce que discuter ensemble et parler ne veut pas dire qu'ils vont se mettre ensemble. Ouais. Emmanuel Macron discute avec Marine Le Pen, etc. Parce qu'il faut aussi que les acteurs politiques soient au-dessus de la mêlée. Pour mettre, n'est-ce pas, à un niveau où que l'intérêt supérieur de la nation l'emporte surtout. Parce que s'ils ne le font pas, ils risquent de se regarder en chien de faïence. Le président Macky Sall pourrait bel et bien appeler Khalifa Sall, appeler le président Abdoulaye Wade, donc, qui sont donc à la tête des Ousmane Sonko et autres. Donc voilà, j'ai parlé de et même les petits aujourd'hui, ceux qu'on appelle petits. Non, il n'y a plus même de petits, parce que tout le monde compte maintenant. Et j'avais dit qu'il faudrait que le président de la République appelle tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, ne serait-ce que pour consultation, leur dire, écoutez, il y a un suffrage universel qui est sorti, je veux qu'on interprète cela ensemble. Je l'ai interprété et je voudrais juste vous dire que je suis prêt à travailler pour que l'on puisse donc voilà gouverner ce pays ensemble pour aboutir à la stabilité. À un gouvernement d'union? Non, moi je parle à la stabilité. Le gouvernement d'union nationale, c'est... Mais quand vous dites gouverner ensemble, ça... Non, je parle de gouverner de façon stable. Vous voyez, quand je parle de gouverner de façon stable, je parle de l'Assemblée nationale. Okay. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale aujourd'hui peut bloquer le fonctionnement, pourrait bloquer le fonctionnement régulier, n'est-ce pas, de l'institution. Oui, il y a non seulement l'enjeu lié au vote des lois, mais l'enjeu lié à la présidence aussi de l'Assemblée nationale. Très bien, je vais en venir tout à l'heure pour dire que, en fait, voilà, qui tient la présidence de l'Assemblée nationale tient la deuxième personnalité de l'État. Et récemment, on a renforcé ses prérogatives parce que le président de l'Assemblée nationale, en cas d'intérim désormais, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, ce qu'il ne pouvait pas faire. D'ailleurs, le député Théodore Monteil avait attiré l'attention de la majorité, mais il n'en avait pas voulu. Moi, j'avais attiré l'attention en disant que la loi était mal rédigée parce que le président lui-même, il ne peut pas dissoudre au bout de 2 ans. Et pendant toutes nos constitutions, le président qui assure la suppléance en cas de décès, d'empêchement ou de démission du président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, c'est une possibilité à travers donc, voilà, la nouvelle rédaction. Et là, ça lui donne des... L'autre chose, c'est que non seulement ça lui donne aussi une perspective de tenir l'Assemblée nationale, mais au-delà de ça, par rapport aux différentes coalitions, en perspective pour la présidentielle, parce que forcément, donc, parce que le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas une personne, c'est une personnalité. Et c'est là où c'est important.
Et donc, pour moi, quand je parle de cela, c'est que le président de la République devrait quand même discuter avec tous les acteurs. Autre chose, Oui. on a parlé tout à l'heure même de la lecture des résultats. Vous savez qu'on peut avoir une autre lecture que les électeurs ont renvoyé dos à dos aux acteurs en leur demandant de se parler. Parce qu'ils n'ont pas donné la majorité, n'est-ce pas, absolue à l'opposition significative, Oui. mais aussi ils n'ont pas donné la majorité absolue Oui. à la majorité. À la Donc oui. c'est pour Majorité dire que vous, sortante. vous, acteurs politiques, Oui. il faudrait que Parlez-vous. vous asseyez et que pour vous vous. puissiez parler du pays, Et- oui. débattre des questions d'intérêt national, Oui. parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'urgence. Et pour vous, c'est au président de prendre l'initiative. On a Oui, compris. il est l'élu du Alors peuple. mais pour rester sur l'enjeu de la présidence de l'Assemblée, quelque chose qui peut amuser ou peut-être qui est sérieux, c'est que à l'ouverture, pendant la cérémonie d'âge. d'installation, c'est le doyen des députés. Oui. En l'occurrence, Le l'ancien président de la Abdoulaye République, Abdoulaye Wade. Oui. Vous le voyez aller ce jour-là, siéger, ne serait-ce que pour Écoutez, si je prends la règle du précédent, pour le symbole. mais la règle du précédent, en 2017, le président Abdoulaye Wade était élu. Oui, mais il n'avait pas siégé. Mais Oui. sauf que ici, Oui. la configuration politique quand même est différente. Oui, ça c'est vrai. Parce que, mais là, en 2017 aussi, il y avait Khalifa Sall qui était en prison. Et là aussi, tout le monde donc l'attendait. J'avais dit même que ce n'était pas une démission, mais c'était juste une renonciation. C'est ce qu'on appelle la renonciation au bénéfice d'une élection. Alors, Donc le président Abdoulaye Wade avait renoncé au bénéfice de cette élection parce qu'il n'avait pas été installé. pour cette fois, le président Abdoulaye Wade, pour le symbole, il peut bien être là pour présider la cérémonie bien sûr, parce d'installation. qu'il est élu. Mais aussi au-delà de ça, il y a l'enjeu. Parce que tout le monde dit aujourd'hui que Wallou, conduit par, bien entendu, l'ancien président, est le faiseur de roi à l'Assemblée Alors je vais vous nationale. dire même, Oui. s'il n'y a pas de recours dans les délais de 5 jours, c'est-à-dire qu'aussitôt la proclamation des résultats, le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats définitifs. Et donc, dès la proclamation des résultats définitifs, tous ces députés-là qui sont élus, donc ils jouissent de l'immunité parlementaire. C'est ce que dit le règlement intérieur. Avant Donc, même l'installation. Avant même l'installation. Dès la proclamation définitive des résultats, ils jouissent tous de l'immunité parlementaire. Oui. D'ailleurs, c'était le cas de Khalifa Sall, vous vous souvenez bien. Donc voilà, on était obligé d'aller donc voilà lever encore son immunité parlementaire parce qu'il avait été élu député en étant en prison. Alors, le jeu de Wade. Le jeu de Abdoulaye Wade. Moi, je pense que j'avais dit que le président Macky Sall est un lanceur d'archers et que le président Abdoulaye Wade est un joueur de billard. Bon, pourquoi je donne cette théorie? Parce que le président Macky Sall, il a toujours donc atteint ses cibles. C'est pour ça que je disais que c'était un lanceur d'archers. Jusqu'à maintenant, bon, il rate une cible. Cette élection, donc il a manqué sa cible parce qu'il a perdu. Parce que le président Macky Sall, d'habitude, il ne veut pas perdre. Alors que le président Abdoulaye Wade n'a pas peur de perdre. C'est pour ça que moi je dis... C'est pour ça qu'il est... les combinaisons, il n'a pas peur des combinaisons. 26 ans d'opposition. D'ailleurs, avant de prendre le ce n'est pouvoir. pas moi Oui. qui le dis. D'ailleurs, Oui, oui. le président Abdou Diouf, dans ses mémoires, il dit que le président Abdoulaye Wade, c'est un grand joueur. Et le président Abdoulaye Wade a été sorti en disant que non, il n'a pas tort, etc. Parce qu'il sait négocier. Et quel pourrait être le jeu de Wade là? Voilà, le jeu de Wade, je ne sais pas. Mais si je suis la logique de Wallou, qui ont fait une conférence, et je sais qu'ils ne peuvent pas faire donc, de conférence de presse comme ça sans accorder leur violon avec le président Abdoulaye Wade. Ils ont appelé à la réunion de l'opposition. Et Karim Wade aussi, ne l'oublions pas, aussi, a appelé aussi donc, à l'unification de Wade l'opposition. n'a pas encore parlé. Mais le président Abdoulaye Wade n'a pas parlé. Prudence. Il n'a pas parlé, mais son parti a parlé. Maintenant, il faut se dire que le président Abdoulaye Wade, il est dans ce que j'appelle une école construite. Je le dis depuis lors, peut-être que bon, voilà. J'avais dit qu'au PDS, il y a 3 écoles. L'école des libéraux, l'école des SOPI et l'école wadiste. Et l'école des libéraux, ils sont beaucoup plus nombreux. Pape Diop, par exemple, il est de l'école des libéraux. Macky Sall, il est de l'école des libéraux. Karim Wade, il est de l'école des libéraux, etc. Donc l'école wadiste, ce sont les inconditionnels du président Abdoulaye Wade. Idrissa Seck. Idrissa Seck, non, il fait partie de l'école des libéraux. Pas Oui, c'est l'école ce que j'ai wadiste. dit. Idrissa Voilà. Seck, école Voilà. des libéraux aussi. Voilà. Maintenant, les wadistes, c'est les Pape Samambou, Farba Senghor et autres. Eux, c'est le président Abdoulaye Wade qui est tout pour eux. Mais Wadistes qui ont quitté le navire. Hein. Oui, mais non, ils ont été, donc voilà, non. Ils se disent, Farba Senghor, ils disent clairement qu'en réalité, on m'a sorti du parti, etc. Mais ils se réclament toujours de Wade. D'ailleurs, quand ils sont sortis, ils ont créé Mbolom Wade. Vous voyez, ils ont créé Mbolom Wade, donc le haut wadisme. Maintenant, l'école du SOPI, c'est qu'en réalité, le président Abdoulaye Wade est en train quand même de se mettre avec des gens qui sont en train de promouvoir le changement. Oui. Donc, il reste maître du jeu sur ce seul fait. Pourquoi? Parce qu'il avait théorisé ça les 50 ans. Ouais. Mais au-delà de ça, il tient le système
De telle sorte que lui, le mot maître le sied très bien, il est maître du jeu. Pourquoi? Parce qu'il suffit tout simplement qu'aujourd'hui, que Wallou Sénégal puisse basculer quelque part pour que soit l'opposition puisse perdre toute sa force, ou bien pour que donc voilà qu'il y ait des changements, ou bien que Wallou reste donc ancré dans l'opposition et essaye aussi, n'est-ce pas, de courtiser d'autres voix provenant d'autres libéraux, parce que Thierno Alassane Sall, il est libéral, Pape Diop est libéral. Et Pape Djibril Fall, donc voilà, dont on salue l'élection, qui est un journaliste et qui s'est donc positionné. Et félicitations à lui. Donc voilà. Donc cela signifie tout simplement qu'en réalité, les libéraux aussi sont de retour. Maintenant, qu'en sera-t-il? C'est une vaste question parce que le président Blawad n'a pas parlé. Vous avez sorti un mot système. Alors, quand on voit Wade, comme vous dites, aujourd'hui maître du jeu, même faiseur de roi, avec quand même ses 24 députés, Khalifa Sall également, qui a perdu son éligibilité, qui a bien envie de la retrouver et qui a annoncé même sa candidature à l'élection de 2024 et qui a dit le seul roi à faire c'est moi au sein de sa coalition Yewwi. Karim Wade qui a bien envie de retrouver aussi son éligibilité. Et puis face à eux, il y a Ousmane Sonko qui est également voilà, aujourd'hui une force et qui va jouer son va-tout à l'élection présidentielle de 2024. Justement, quelle marge de manœuvre d'Ousmane Sonko face au système dans lequel il est aujourd'hui, lui qui se disait anti-système? Alors, la première chose, c'est que, bon, certainement, parce que pour parler comme Alain Mink, certainement que Ousmane Sonko a connu le système de l'intérieur. Parce que Alain Mink dit que le système, c'est plusieurs éléments. Mais il dit qu'il y en a certains qui ont fait un voyage au cœur du système. Et il dit que pour connaître le système, il faut au moins faire dans le système 30 ans ou 50 ans, quelque chose comme ça, ou 40 ans. Donc Ousmane Sonko, on peut considérer qu'il a fait un voyage au cœur du système parce qu'il a compris. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se positionne comme quelqu'un qui est contre le système. Alors, pour le leader de PASTEF, je pense que il a deux avantages et un inconvénient par rapport à ça. Le premier avantage, c'est qu'il s'est positionné comme leader naturel de l'opposition. Parce que n'oublions pas qu'il y avait une intercoalition, Yewwi et Wallou. Et c'est lui quasiment qui a mené la campagne à Yewwi. Mais au regard, n'est-ce pas, des manifestations, en tout cas, il était la force d'attraction, n'est-ce pas, de cette campagne. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il a réussi quand même à prendre de l'avance sur ses potentiels concurrents. Pourquoi? Parce que en réalité, la campagne électorale était pour lui une façon aussi de se mettre, n'est-ce pas, de se préparer par rapport à l'élection présidentielle. N'oublions pas qu'il avait déjà programmé un émecoutour, donc qui n'avait pas pu avoir lieu. Et donc, avec cette campagne où sa liste, n'est-ce pas, de titulaires, ou donc voilà, d'ailleurs il était la tête de liste, la liste de titulaires a été amputée. Donc il avait donc comment dirais-je, un défi à relever, montrer quand même donc qu'il pouvait avoir cette victoire morale, mais au-delà de ça, en tout cas, pour se positionner comme le leader naturel de l'opposition, d'autant plus que Idriss Seck a rejoint Macky Sall, l'élection présidentielle étant l'élection de décision, il devient de fait le chef de l'opposition. L'autre avantage, c'est qu'il a réussi avec son parti, et je l'ai dit, à faire de Yewwi Askan Wi une machine électorale. Et ça, c'est important parce qu'il se prépare à l'élection présidentielle, parce qu'il savait que à l'élection présidentielle de 2019, il lui manquait certaines choses. Pas de grands électeurs, alors que Idriss Seck était suivi par plus de 50 maires. Il n'avait pas aussi donc voilà ce maillage du territoire à travers donc de grands électeurs. Aujourd'hui, il a des élus. PASTEF va se retrouver avec plus de 30 députés à l'Assemblée nationale. L'inconvénient maintenant, c'est que en fait, le leader de PASTEF est dans une coalition où, n'est-ce pas, en réalité, ses compagnons ou bien même ses coalisés sont aussi ses potentiels adversaires à l'élection présidentielle. Khalifa Sall, par exemple. Khalifa Sall, par exemple, dans Yewwi. Et même Karim Wade. Parce que l'intercoalition fait de telle sorte qu'ils sont donc en coalition. Ils sont ensemble. Et du coup, est-ce que maintenant, s'ils partent en ordre dispersé, donc cette machine électorale-là, qui est Yewwi Askan Wi,
cette force d'attraction-là, en la personne d'Ousmane Sonko, peut rester, mais est-ce que la machine électorale pourrait permettre tout simplement en réalité d'engranger autant de voix ou plus de voix pour pouvoir se positionner comme étant donc le prochain élu à l'élection? On va aller très vite parce que quand même il y a 2 questions auxquelles il faut répondre en 1 minute ou 2. Ngouda Mboup, invité du jury du dimanche. C'est d'abord, première chose, la nomination du Premier ministre. Poste restauré depuis décembre 2021, cela fait 8 mois qu'on n'a pas de Premier ministre. Le président va enfin le nommer. Quelle est votre réflexion sur ce poste? Oui, mon sentiment, depuis 8 mois, j'en parle. J'avais dit que le président de la République devait nommer le Premier ministre. Il y en a même certains dans son camp qui ont dit clairement que, voilà, il y a même certains de vos collègues qui ont écrit, n'est-ce pas, en termes d'analyse, en disant que si le président a perdu, peut-être il a tardé à nommer, n'est-ce pas, le Premier ministre. Et c'est important parce qu'au-delà de ça, le président de la République n'était pas, voilà, n'appliquait pas la Constitution. Parce que la nomination du Premier ministre, c'est une obligation, n'est-ce pas, le président de la République est juridiquement contraint parce qu'il a son domaine propre, mais il y a un domaine partagé avec le Premier ministre. Parce que pour certains actes, pour leur validité, leur légalité, il faut le contreseing primo-ministériel. Et ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux parce qu'il n'y a que 14 types d'actes qui concernent en réalité ses pouvoirs propres. 14 types d'actes, comme donc formulés par l'article 43. Au-delà, tous les actes maintenant doivent être contresignés par le Premier ministre. L'autre chose maintenant, c'est la nomination du Premier ministre dans quel camp ou bien quel choix. Et c'est là où il y a une difficulté pour le président de la République. D'abord, parce que le président de la République a un pouvoir discrétionnaire. Il nomme qui il veut. Même s'il n'a pas la majorité absolue, il peut nommer qui il veut. Dans le système, c'est comme ça. Mais au regard des résultats que l'on a, au regard, n'est-ce pas, de la recomposition politique, le président de la République est tenu quand même donc de parler avec les coalitions ou bien de parler ne serait-ce qu'avec ceux qui ont, n'est-ce pas, les plus forts restes pour pouvoir mettre, n'est-ce pas, un gouvernement en place. La dernière chose, c'est que ce Premier ministre doit avoir de la légitimité devant l'Assemblée nationale. Et il doit aussi avoir de la légitimité dans son parti et dans son camp. Et donc, vous voyez que le président de la République est dans une sorte, donc voilà, de marteau et l'enclume, où il doit choisir dans un délai record et dans un temps record. Pourquoi? Parce que d'ici l'élection... Quand est-ce que ce Premier ministre devrait... Il devait le faire depuis le 21 décembre 2021. Oui, non, déjà, d'accord. Mais là, au lendemain de ces élections législatives, est-ce qu'il est obligé d'attendre la publication des résultats officiels, d'attendre l'installation de l'Assemblée nationale pour le faire? Non. Dans ce cas, pour attendre l'installation de l'Assemblée nationale, ce serait une violation donc continue de la Constitution. Pour moi, mais bien sûr. Il peut le faire à tout moment, là, à partir d'aujourd'hui. Là, rien n'interdit au président de la République de le faire. Mais l'élégance républicaine voudrait qu'il attende au moins la proclamation des résultats officiels. Mais pas obligé d'attendre l'installation de l'Assemblée. Non, il n'est pas obligé parce que le Premier ministre, s'il est nommé, il a 3 mois pour faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée va être installée au mois de septembre. Parce que la législature prend fin le 14 septembre. Alors, quel profil de Premier ministre alors pour le président? Dans son camp ou dans l'opposition? Le bon profil? Alors d'abord, si on se fie à la déclaration du président de la République, il avait dit que le Premier ministre allait provenir du camp majoritaire aux élections. Maintenant, je pense que si le président de la République choisit donc, du camp de l'opposition, ce sera forcément quelqu'un qui sera donc non pas choisi par le président de la République, mais en commun accord avec l'opposition. Parce que forcément, donc, il faudrait que l'opposition puisse discuter donc, voilà, les coalitions entre elles pour pouvoir donc s'accorder sur un profil et même sur la composition du gouvernement futur. Ça, c'est autre chose, c'est une option. L'autre chose maintenant, il faut insister sur le fait que le président de la République n'est pas tenu de nommer le Premier ministre dans le cadre de l'opposition. L'article 49. Donc, voilà, mais dans l'opposition, on voit quand même les forces et les figures. On a parlé de Ousmane Sonko, de Khalifa Sall, de Karim Wade et même peut-être d'Abdoulaye Wade, ancien président de la République. Mais bon, on a quand même entendu Ousmane Sonko dire bon, je ne serai pas, je ne veux pas être le Premier ministre de Macky Sall. Oui, pour moi, c'est une erreur parce qu'il ne devait pas dire ça, il devait dire que... parce que, en fait, s'il dit qu'il ne veut pas être le Premier ministre de Macky Sall, cela signifie que donc, son camp, ou bien en cas de négociation, son parti pourrait être écarté pour choisir d'autres leaders. Là, moi je pense que aussi, ce serait dommage aussi qu'il ne puisse pas donc, dire, écoutez, d'accord, même si tel est le cas, je peux proposer quelqu'un. Parce qu'il s'est positionné comme le leader de l'opposition. On ne peut pas choisir aujourd'hui un
Premier ministre dans l'opposition sans son accord. Oui, mais Khalifa Sall, Karim Wade, si on prend ces deux, mais il y a aussi cette inéligibilité qui est là. Tout à fait. Et là, du coup, tout le monde sait que quand on nomme le Premier ministre, donc il y a une enquête de moralité qui se fait. Et donc, enquête de moralité. Oui, oui. Pour la nomination qui des les exclurait tant qu'ils ne bon, ça ne les exclut, peut-être... ça ne les exclut pas, mais c'est un élément que le président de la République aura forcément, en disant que, donc voilà, je dis tout le temps qu'ils ont perdu des droits qu'ils n'auraient dû jamais perdre au regard. Maintenant, des décisions de justice sont là. Et là, les décisions de justice sont faites pour être respectées, quel que soit... Une amnistie, par exemple? Oui, et dans ce cas, il faudrait un accord politique. Parce que pour pouvoir être amnistié, il faut qu'il y ait la majorité. Maintenant, avec une amnistie, forcément, donc voilà, il faudrait qu'il y ait un accord qu'il puisse, n'est-ce pas, venir et dans les rangs de l'opposition, que ce soit accepté, c'est-à-dire que ces personnes puissent être désignées, et eux aussi qu'ils acceptent de siéger aux côtés du président de la République, parce que le Premier ministre va mener la politique du président de la République. Mais en cas de cohabitation, par contre, voilà, il peut donc discuter avec le président de la République des grandes orientations et donner, n'est-ce pas, un sens à la politique déterminée par le président. Profil de gouvernement dans le camp présidentiel. Profil de Premier ministre plutôt. Oui, moi je pense que le président de la République a essayé un Premier ministre qui n'était pas politique, le Premier ministre Abdoul Mbaye. Il avait commencé à travailler avec certains résultats. Après, il a choisi dans son camp. Et il a Mimi Touré, Boun Abdallah Dionne, etc., profil politique. Et pour moi, c'est le moment pour le président de la République de choisir parmi les profils émergents. Il y a des profils émergents dans le pays. Des gens qui sont dans le secteur privé, d'autres qui sont dans le monde professionnel, d'autres qui sont dans la société civile, et d'autres qui sont dans le monde des affaires, mais qui sont prêts à donc donner pour ce pays-là. Et j'en connais beaucoup qui pourraient quand même donner cette satisfaction-là et montrer au président de la République qu'il n'est plus dans une logique politique, mais qu'il est dans une logique de gouvernance, de développement, de construction, pour terminer en beauté par rapport à 2024, parce qu'il sera l'arbitre des élections et non pas partant. Oui, parce que vous faites partie de ceux qui disent que cette histoire de troisième mandat, c'est mort. Non seulement c'est au-delà de l'inéligibilité en 2024, le peuple sénégalais vient de résoudre définitivement la question. Parce que le président de la République, avec les résultats qu'il y a, le peuple quand même a tranché. Parce que n'oublions pas que les élections quand même ont été donc voilà construites comme des élections de décision. Au lieu de fournir un bilan législatif, le pouvoir avait fourni un bilan présidentiel. Au lieu aussi de parler d'élection de représentation, l'opposition en a fait une élection de décision pour ou contre le troisième mandat. Et donc, du coup, le peuple a tranché. Et je pense que cette question doit être derrière nous, d'autant plus qu'au-delà de ça, le président de la République fait face à un obstacle rédhibitoire. C'est l'article 27 et l'article 103 de la Constitution. Mais dernière chose quand même, la Casamance, cet accord de paix entre l'État et le MFDC, sous l'égide de la Guinée-Bissau, à travers son président Umaru Sissoko Embalo. Vous l'accueillez comment? Oui, avec satisfaction et au-delà de ça, avec intérêt. Pourquoi? Parce que la Casamance est tellement importante pour le Sénégal et moi je pense qu'il faut féliciter l'armée sénégalaise et aussi il faut féliciter le gouvernement sénégalais. Qui a acculé quand même le MFDC. Effectivement. Dans ce contexte, cet accord est intervenu. Jusque dans ces derniers retranchements. Et l'armée a là-bas un grand travail et Omar Sissoko Embalo aussi, le président bissau-guinéen. Moi je pense qu'il faut aussi qu'il soit félicité parce qu'au-delà de ça, il parle avec tous les acteurs. Il a parlé même donc avec des acteurs de l'opposition sénégalaise. Cela augure donc voilà, n'est-ce pas, des lendemains meilleurs pour un Sénégal de paix et au-delà de ça aussi pour les réalisations du gouvernement parce que quoi qu'on puisse dire en Casamance quand même, donc l'avancée de l'armée et ce que l'armée sénégalaise a produit comme donc élément et aussi comme donc aspect positif, cela permettrait tout simplement le retour à la paix, mais au-delà de ça. Parce que dans le programme du président de la République, la Casamance quand même, donc pour la question des pôles de développement, en réalité, la Casamance était une priorité. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une autre lecture, parce que concernant le président de la République et son camp, ils ont perdu là où ils ont le plus investi et ils ont gagné là où ils ont le moins investi. Et donc, le sud et le nord. Tout à fait. Donc vous voyez, donc Ziguinchor quand même et que la Casamance en général. D'où cette quelque part vraiment
histoire de stigmatisation qu'il faut arrêter, quoi. Tout à fait, parce que le Sénégal est un et indivisible, et multiculturel aussi. Et c'est là où on doit insister sur la cohésion nationale. Et pour dire clairement aussi donc, que de tous les temps, les Sénégalais donc, ont été donc, à la hauteur des enjeux. Et que pour moi, le pays donc, voilà, doit être au-dessus de tout. Et que les acteurs politiques sont tenus aujourd'hui de se parler. Alors, Embalo, c'est quand même intéressant. Ami du président, tout le monde le sait, qui reçoit l'opposant Ousmane Sonko il y a quelques semaines, qui, je veux dire, supervise ou parraine, entre guillemets, cet accord entre le MFDC et l'État du Sénégal. Embalo qui va prochainement accompagner, en tant que président en exil de la CEDEAO, accompagner le président en exil de l'Union africaine, Macky Sall, pour voir Zelensky de l'Ukraine. Quelle est votre analyse de ce rôle qu'Embalo est en train de jouer aujourd'hui au Sénégal? Alors c'est important parce que Embalo a besoin du président Macky Sall pour pouvoir quand même donc lui aussi asseoir une certaine légitimité. Vous savez que la Guinée-Bissau, c'est pas facile politiquement. Là aussi, il a besoin lui aussi quand même donc voilà cette stabilité interne et il a besoin du Sénégal. L'autre chose aussi, il a besoin aussi donc voilà de la partie sud du Sénégal, cette stabilité là. Mais au-delà de ça quand même, je pense que les pays lusophones marquent quand même le retour, n'est-ce pas, sur la scène africaine. On ne le voit pas, mais au sein de l'UEMOA même, et donc qu'ils ont intégré. Mais l'autre chose, c'est qu'en fait, avec la présidence de la CEDEAO, ça lui donne une visibilité institutionnelle et internationale. Mais moi, je pense que le tandem qu'ils forment, en réalité, c'est tellement important parce qu'à un moment donné, le président Adama Barrow était beaucoup plus mis en selle que Embalo, et je pense que durant son magistère, que le président de la République, Macky Sall, puisse être avec Embalo, ça permettrait au Sénégal d'être ce pays-là qui fait son histoire, mais qui subit sa géographie. Il pourrait raviver les relations entre le président et son opposition. Mais pourquoi pas? Vous savez, moi j'ai toujours dit que le président et les opposants doivent se parler, quelle que soit la situation. S'ils ne veulent pas se parler, le peuple pourrait les amener à se parler. Et c'est pourquoi j'ai dit que certainement ils ont été renvoyés dos à dos. Et pourquoi ils doivent se parler? Parce que la politique, c'est une affaire de gentleman et de grande dame. Et il faudrait quand même donc ces genres de situations pour montrer que nous avons un Sénégal de haut, pour le tirer vers le haut. Ben, c'est une bonne conclusion. Merci Mouhamadou Boudamboup, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, faculté des sciences juridiques et politiques. Jury du dimanche, Mahmoud Ibra Kane, à la technique Babacar Ndiaye, Iba Marsen, Ndiankou, immédiat.sn au texte Djeba, à la photo Abdoulaye Silla, réseaux sociaux Biram Pouy Fatima Taba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.